Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de OZEF Podcast, podcast dédié à culture pop. Donc on est les premiers à faire ça, je pense. Oui, c'est culture clairement... pop, je pense que j'ai tapé sur Google. C'est un filon à creuser, je pense. Personne n'a jamais fait ça. Bref, à côté de moi, il y a Stéphane. Bonjour. Salut Stéphane. En face de moi, il y a Florence. Salut Florence. Salut. Et en face de moi-même, il y a moi-même, Thomas. Salut Thomas. Donc, salut, merci. Merci de me dire bonjour. Stéphane est le co-animateur. Je suis le deuxième co-animateur. On sera là pour animer les podcasts OZEF Podcast. Si tout se passe bien, c'est peut-être qu'après, chacun va faire son truc solo. Oui, je pense que c'est le but. Donc, le thème de ce premier épisode, c'est les métiers du cinéma. Donc, on va discuter sur les métiers du cinéma au sens large. Donc, comment on fabrique un film, qui doit faire quoi, quand, tout ça. Et si on a invité Florence, c'est parce que Florence, elle travaille dans le cinéma. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, Florence, dans le cinéma ? Je fais essentiellement, je fais des trucs un peu différents, mais essentiellement, je fais de la régie générale, à savoir toute la logistique de tournage. C'est-à-dire Genre une journée type de régisseuse de tournage, t'as dit, c'est ça ? Ouais. Régisseuse générale. S'il existe une journée type ? Non, ça n'existe pas, parce que chaque journée amène son lot de surprises et de catastrophes à gérer. Non, alors ça, déjà avant les tournages, en général, les régisseurs, pas que, mais souvent ce sont les régisseurs, font les repérages des films, c'est-à-dire on cherche les décors qui vont servir au tournage. Ensuite, en amont du tournage, en préparation, on fait tout ce qui est les obligations logistiques, c'est-à-dire les demandes d'autorisation de tournage, les demandes de blocage de route, tout ce qui... tous les trucs de merde, chiens à faire. Ouais, complètement. La paperasse et tout. Exactement. et ensuite, en tournage, et donc aussi en préparation, on va gérer tous les hébergements des techniciens, comment ces gens-là vont se nourrir, se loger, comment on va les acheminer sur le tournage, comment on va faire venir le matériel. Enfin, tout ce qui n'est pas purement artistique, en fait. C'est géré par la régie à ce niveau-là. C'est pas frustrant, du coup ? Genre, ouais, je travaille dans le cinéma, mais je fais rien d'artistique. En fait, je fais des papiers, j'appelle le maire pour savoir si j'ai le droit de tourner là. Pour les autorisations, tout ça. Ouais. C'est un peu particulier. C'est frustrant, hein. Ça dépend pour qui. Moi, j'aime bien. Alors, déjà, la partie repérage, pour moi, ça participe quand même vachement à l'artistique. Oui, forcément, oui. Et après tout le reste, c'est pas frustrant. Moi j'aime bien quand la scène se tourne, se dire qu'elle se tourne parce que tu as réussi à mettre un peu tout grâce en à toi œuvre. du coup. Ouais. Voilà, grâce à tout le monde puisque chaque rôle est essentiel, mais de te dire que tu vois, le truc typique d'une réussite, c'est quand tu as un truc super compliqué qui a demandé parfois des semaines de préparation, des autorisations super galères, des trucs comme ça, et où la plupart, même en partie l'équipe, le sait pas forcément, quoi. Et que tout à coup t'es sur place et que tout roule, c'est un peu c'est le métier de l'ombre par excellence, hein. Il y a des fois il y a que toi qui sais que c'est un miracle si ça fonctionne, mais moi je trouve ça assez satisfaisant. Après ça l'est pas pour tout le monde, hein. C'est sûr que c'est un rôle un peu ingrat, hein, mais quand on aime l'organisation et ce type de gestion, c'est super satisfaisant, quoi. Oui, non, c'est sûr. Et quand tu fais un repérage par exemple, t'as quoi comme marge de manœuvre parce que tu dois avoir un cahier des charges, quoi. Genre, ouais, bien sûr. Mais le réalisateur, en général, te donne sa liste de décors et son scénario avec, alors selon le réalisateur, plus ou moins d'indications. Il y a ce qui s'appelle des mood boards, en fait, où il t'envoie des sélections d'images. Ouais, tu vois ce que c'est les mood boards ? Genre, non, j'ai jamais fait gaffe. C'est trouve-moi un truc dans ce style, tu vois. Voilà, ça veut dire tableau d'ambiance. Ah d'accord, on t'envoie les... tableau de... Mais du coup, c'est un boulot qui se fait vraiment en amont du tournage déjà, enfin longtemps avant. Ouais, plusieurs mois avant. Et après, donc, sur le tournage lui-même, t'as encore des tâches, de la gestion. Carrément, ouais. Donc, déjà, régisseur, donc c'est toute une équipe, hein. T'as le régisseur général, t'as l'adjoint et ensuite t'as tous les assistants. Donc après, chacun a son rôle. Les assistants, il y en a un qui va gérer par exemple le camion régie, il y en a qui vont plus spécifiquement s'occuper de véhiculer les gens, il y en a qui vont être tout le temps en course, il y en a qui vont rester plutôt sur le plateau. Et après, au quotidien, déjà un tournage, ça dure pas une semaine, donc forcément, tout est prêt au moins pour les premiers jours, mais après, sur les premières semaines de tournage, tu as toujours des décors qui sont pas encore réglés. Donc, quand tu fais régisseur général, tu continues de gérer des autorisations pour les jours suivants de tournage. Et tout n'est pas fait, en fait, au jour J, le premier jour du tournage. Tu n'as pas tout qui est déjà réglé.
Et puis après, tu vas gérer au quotidien, notamment tout ce qui est des questions de sécurité, de blocage de route, et voilà, et tout ce qui est vraiment autour du plateau, toute l'organisation autour du plateau, pour que tout se passe le mieux possible. Donc tu as souvent le régisseur général qui est pas forcément beaucoup en plateau parce que justement il prépare les décors suivants, et tu as souvent le régisseur adjoint qui lui reste toujours en plateau pour gérer tout ce qu'il y a à faire. Il faut savoir que la régie, c'est les seuls postes du plateau qui ne sont pas coincés, on va dire, en plateau. Donc c'est à eux qu'on va dire, tout à coup, il nous manque telle chose, il nous manque tel accessoire, on a besoin d'un truc. Et donc nous, on a toute une équipe là qui a la possibilité... Bouge tout le temps, c'est... Voilà, c'est ça, qui a la possibilité de acté, se déplacer. Toujours, Non. Et après, au quotidien, c'est beaucoup aussi pas de rattrapage, mais voilà, de gestion d'imprévus, voilà. de trucs qui qu'il faut gérer jour après jour. Parce qu'une équipe de tournage, c'est quand même, ça peut être 20-25 pour un petit coron, quoi. Ouais. Après, ça peut être 50-60 personnes, plus les comédiens. C'est le boulot qui, on va dire, qui demande vraiment le plus de temps sur une journée, par exemple. C'est limite vous qui arrivez en premier et qui repartez. C'est pas limite, ouais, c'est la régie effectivement qui arrive en premier et qui part en dernier. Après tout le monde a pas la même charge de travail sur un tournage, mais c'est vrai que tout le monde a beaucoup de travail qui est pas organisé forcément de la même manière. Donc en termes d'amplitude horaire, effectivement, la régie arrive avant tout le monde et repart après tout le monde, parce que c'est toi qui ouvre le décor et qui ferme le décor. Après, tu as aussi les assistants réa, par exemple, qui vont travailler très très tôt à l'organisation du plateau et du tournage, et qui vont finir aussi très très tard. Et donc c'est vrai que nous on est pendant la journée de tournage, par contre on a un peu plus de latitude que les autres pour se déplacer, et voilà, on a certains techniciens, les assistants caméra, le son, quoi, une fois qu'ils sont en tournage, clairement ils peuvent plus bouger du plateau. Mais en amplitude horaire, oui, on a des très très grosses amplitudes horaires. Une journée de tournage, on va dire, sur le papier, c'est officiellement, c'est 8 heures de tournage, 1 heure de pause déj, et en général 1 heure ou 2 de prépa selon les décors. Et c'est appliqué ou pas? Genre, est-ce que l'heure de pause, ça se transforme en sandwich donut 5 minutes? Non, alors ça par contre, non. Attention, on est en France, l'heure de pause, c'est-à-dire que la script note à quelle heure on coupe, et on reprend 1 heure après, très exactement. Ça, là-dessus, il n'y a aucune marge de manœuvre. Nous, la script, c'est aussi la pointeuse, en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, tout à fait. Et quand tu as la tête dans le guidon, comme ça, en tournage, est-ce que tu peux dire, quand tu es sur place et tout, est-ce que tu peux deviner si ça va être un film pourri ou pas? Est-ce qu'il y a des signes? Ouais, il y a quand même quelques signes. Vas-y, balance. Non, mais déjà... en termes d'organisation, c'est vrai que quand tu vois, quand la mise en scène sait où elle va, ou quand elle le sait pas. D'accord. Quand tu te retrouves, toi, par exemple, à ton poste, à devoir tous les jours t'adapter parce que finalement, tu avais décidé de placer, j'en sais rien moi, tous tes camions, toutes tes loges quelque part, parce que ça devait pas apparaître dans le champ, par exemple, et que finalement, il y a des changements... sans cesse au dernier moment, bon, c'est pas toujours bon signe. Après, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, il y a des gens qui vont réussir à avoir des bons résultats parce que justement, ils sont dans une espèce d'adaptation permanente. J'avais entendu, excuse-moi de te couper, je sais plus si c'est un documentaire sur Carpenter, ou à un moment donné c'était le documentaire, parce que les interviews de Carpenter, il en donne rarement, mais lui disait que le 3/4 du temps, quand il arrivait sur le plateau le jour même, il savait pas où il plaçait la caméra. Il savait, il faisait au feeling. Ça, est-ce que pour les techniciens, c'est pas galère? Ah bien sûr, c'est super galère. C'est moins galère quand tu le sais, c'est-à-dire à un moment donné, quand tu sais que tu bosses avec un réal qui est comme ça, bon tu t'adaptes. Mais oui, évidemment que c'est galère, parce que ça veut dire aucune anticipation, quoi. Ça veut dire que même si t'es là 2 heures ou 3 heures à l'avance, peut-être que tu vas te retrouver. Oui, tu vas faire des trucs qui servent à rien, parce voilà, que dit. Potentiellement. Non, je vais pas la mettre là, mais là plutôt au fond à droite. C'est ça. Bon, après, les équipes américaines ont encore une organisation très différente, notamment de la régie. En fait, les équipes régie sont pas du tout organisées de la même manière qu'en France, et c'est souvent des très très grosses équipes, donc il y a plus de sur Carpenter, vu le nombre de techniciens, à mon avis, c'est quand même plus simple de te changer au dernier moment que quand t'es oui. Après, personnes, je sais pas pour Carpenter, mais souvent ils travaillent avec les mêmes personnes et tout, donc. Oui, déjà ils savent déjà à l'avance. Ouais, voilà. Ouais. Mais après c'est, comment dire. C'est arrivé, comme tu dis, sur des gros tournages. Par exemple, là, j'ai vu il y a le livre de Sidney Lumet, là, Faire un film. Je sais pas si tu l'as lu. Ouais. Et il parle de ça, il parle de je crois que il a discuté avec Kurosawa, il a demandé ce plan-là, il
Il est magnifique. Comment tu l'as enfin, pourquoi tu as fait ce plan-là exactement? Et Kurosawa, il a dit j'ai mis la caméra là parce que j'ai cadré ça parce que d'un côté il y avait un aéroport et de l'autre côté il y avait un supermarché. Enfin, j'invente un chef casser la magie, quoi. Voilà. L'autre il croyait qu'il allait apprendre une leçon de mise en scène et en fait non, quoi. Non, mais c'est souvent ça. Moi j'ai fait des études de cinéma. Quand tu fais de l'analyse de film et tu décryptes tout, et tout, puis en fait finalement quand tu es sur un tournage, tu te rends compte que beaucoup de choses sont le décor, c'est celui-là parce que l'autre il était pas dispo. Enfin bon, ça, pourquoi ce plan, ce superbe plan, parce qu'il pleuvait en fait et que du coup c'était. Après, c'est ça aussi l'art, c'est de réussir final, à donner du sens à tes contraintes, quoi. Trouver une signification au final dans le film et ça donne quelque chose. C'est ça, et puis ça reste du choix. À un moment donné, quoi qu'il en soit, le réalisateur fait forcément un choix et c'est ça qui donne du sens. Mais oui, souvent on est dans le on fait comme on peut en fait. C'est ça. La débrouille, quoi. C'est ça. Et c'est quoi, selon toi, le métier ou le poste méga important sur un tournage et qui n'est pas du tout connu du grand public, le plus sous-estimé en fait? Le plus sous-estimé pour moi c'est la régie forcement, mais après il y en a pas d'autres. Objective, là. Non, je suis pas du tout objectif. Non, mais par exemple. Après il y a le son par exemple. Moi il y a un truc que je note souvent sur le son. Le son c'est très très compliqué parce que les types qui ont les casques, nous ils nous rendent fous à la régie parce que c'est les types en fait ils te disent excuse-moi là j'entends une raboteuse qui me pose problème et moi ça m'est arrivé et véridique, ça nous est arrivé surtout quand tu tournes ici dans des régions montagneuses et tout, mais de courir des villages entiers, d'atterrir à des kilomètres et des kilomètres du plateau parce que tu entends un type qui a une débroussailleuse en face sur la colline, quoi, et que ça plombe le truc. Donc, et c'est vrai que t'as tout le monde qui est là. Je t'ai pas dit, il est plus casse-couille. Les sons, ils sont toujours casse-couille. C'est ça. Et je dis sous-estimé parce que je trouve que tu sors rarement d'un film, je vois rarement sortir les gens du cinéma en disant « Ah, le son était superbe ». Par contre, si le son est pourri, c'est le premier truc que tu vas dire. Ça, c'est quand quand tu fais un peu de montage, tu vois que le son, ça fait tout en fait. Ouais, c'est ça. Donc sur les cuts et tout, tu te dis putain, mais des fois tu te dis il y a un raccord qui est moche et tout, et en fait tu crois que c'est l'image. En fait, ouais, c'est le son. Tu changes un truc sur le son et ça te change tout en fait. Tu prends même les youtubeurs là. À chaque fois qu'un youtubeur donne un conseil, à chaque fois ils disent n'achetez pas les caméras, achetez des micros. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est le son qui prime. Ouais, voilà. Moi je dis sous-estimé parce que effectivement je pense que ça se remarque pas quand c'est bien fait. Exactement. Et ça se remarque tout de suite quand c'est mal fait, quoi. Donc dans ce cas-là, voilà. Donc si je devais dire un truc qui aux yeux du grand public est assez sous-estimé, à mon avis, c'est ça. D'ailleurs, une technique dans le montage qui consiste à couper le son. Et t'arrives mieux à remarquer si les plans se raccordent mieux en fait. D'accord, sans le son. Ouais. Ok. Ouais. Et inversement, des fois, tu vois j'ai déjà testé et vu des scènes de films, surtout sur les derniers blockbusters où tu coupes le son et tu vois que le montage. C'est immonde. Le montage, je me dis mais pourquoi ça enchaîne sur ce plan-là et tout. Alors déjà, quelle idée de regarder ces films. Et deuxièmement, pourquoi couper le son? Parce que c'était une scène que j'ai vue sur YouTube et tu sais, des fois tu es sur le téléphone et t'as pas le son, donc tu regardes et c'était une scène de Captain America 2. Ouais, bon. La scène de l'autoroute, regardez-la sans le son et vous verrez que c'est de la merde. Moi j'aime bien Captain America. Mais moi aussi, rare que j'aime bien. C'est pas ça qui fait que le film mais est je mauvais. sais, évidemment. Mais c'est moche. C'est comme la scène de Tekken 3. Alors quand il grimpe le truc, il grimpe la barrière, là, il y a un mec qui a compté les plans. Je crois qu'il y a une quarantaine de plans, 5 secondes, c'est pas possible. Et d'ailleurs, j'ai vu une parodie de cette scène où le mec qui rajoute encore des plans et c'est pas drôle en fait. Ce qui est drôle, c'est vraiment la scène du film, quoi. C'était pas la peine. Non, voilà. Ça, c'est plus sur du plus, ça sert à rien du tout. Ouais. Après, moi, je trouve, pour répondre à ma propre question, quand tu prends des chefs opérateurs, par exemple. Quand alors ça paraît élitiste ce que je dis, mais c'est pas du tout dans ce sens-là. Quand t'es pas cinéphile, genre quand t'es pas passionné, quand tu regardes pas le générique qui a fait quoi, tu vois, les gens ils savent pas trop ce que c'est, chef opérateur. Globalement tous les postes du cinéma, si je les à part le réalisateur. Oui, c'est vrai. Et encore même le réalisateur, les gens ont pas toujours une notion exacte de ce qu'il fait. Oui, mais un nom de réalisateur, ça peut être tout à fait, un argument marketing, tu vois. Non, c'est la politique de l'auteur aussi, parce qu'à une époque. Quand tu vois les premiers Hitchcock et tout, que tu rates qu'il a fait 10 films en 2 ans, quoi. Enfin, je dis une connerie, mais
En fait, les mecs, ils arrivaient là, ils réalisaient, mais c'était un poste comme un autre, en fait. Alors, c'est c'est ça. toujours plus ou moins le cas. Alors, c'est là où il y a une vraie différence entre les États-Unis et la France. Ouais. C'est cette fameuse politique de l'auteur, en fait, qui fait qu'en France, majoritairement, bon, maintenant, c'est des différences qui ont tendance un peu à s'estomper, mais majoritairement, on a un auteur-réalisateur. Oui. Alors qu'aux États-Unis, un réalisateur, c'était quelqu'un qui est embauché en fait par un studio, d'où ce fameux director's cut. Exactement. Et au montage, Final Cut, limite, en il fait. dégageait, quoi. C'est-à-dire qu'il fait son souvent, film, il tourne. On appelle ça les films de commande. Il va sur un autre film. Ouais. Mais oui, mais à la base, c'était vraiment. Oui, à la base, c'était un le métier réalisateur américain était typiquement un technicien embauché par un studio qui avait un scénario, en fait. Exactement. Voilà, c'est pour ça aussi que les grands réalisateurs, les Spielberg et tout, direct. Mais ça a changé avec le nouvel Hollywood, avec Spielberg, Coppola et tout, non? Je pense que c'est même avant, parce que les Hitchcock des années 60, tout ça, même. Ouais, mais je pense qu'il a commencé. Parce que c'était pas des réalisateurs américains, en fait. Ouais, c'est pas faux. Et Fritz Lang, etc. Oui, Fritz Lang, effectivement. C'est tous ceux qui venaient d'ailleurs qui ont amené. Déjà son nom de. Et par contre, si tu traduis Hitchcock, ça veut dire charrette de bite en français. Et sinon, parce que moi j'avais Alfred Hitchcock. Oh oui, c'est pas mal aussi. Salut Florence, bienvenue. Merci. Tu sais, nous on fait des vannes sur Dick Wolf dans mon podcast, alors franchement rien ne m'épate. Non, oui, ce que je disais excuse-moi, juste pour le chef opérateur, je trouve que c'est un poste genre. Clé. Mais c'est genre, complètement. Voilà. Et t'en as même qui prennent le dessus sur le réalisateur. Oui, voilà. Des fois, ça peut sauver des films, quoi. Et moi, je trouve que ça, c'est un des trucs. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le boulot du chef opérateur? Le chef opérateur, il gère tout ce qui est à l'image, quoi. C'est-à-dire qu'après, il a les cadreurs, il a les électros, il a les machinaux, donc tous ces gens-là qui vont faire en sorte que tout ce qui est prévu puisse se faire à l'image. Donc le cadreur, voilà, on va lui dire il faut cadrer ça, il va le faire, il va faire le point. Enfin, là aussi, à chaque fois, c'est des équipes. À chaque fois, il y a plusieurs personnes. Et le chef opérateur, c'est vraiment le chef d'orchestre, quoi. De tout ça, de tout ce qui va apparaître à l'image, quoi. De quelle identité visuelle, évidemment en accord avec le réalisateur, mais de quelle identité visuelle va avoir le film, quoi. De quel type d'image on va avoir, quel type de lumière on va avoir. Bon, moi je le savais, c'était juste pour les auditeurs. Ouais, évidemment. Oui, non. Y a pas de souci, nous on est calés. Hein. Moi j'ai lu, comme j'ai dit, le livre Ciné Numette, donc. C'est plus la peine. Là, tu as réussi à caser que tu lisais des livres. Oui, voilà. Calme-toi. D'ailleurs, toutes les questions qu'on va poser, nous on connaît la réponse, c'est pour vous. Oui, il y a aucun problème. Moi j'avais une question, mais je pense que là je connais vraiment la réponse, mais je veux être sûr parce que des fois il y a des légendes. Est-ce que ça existe des réalisateurs mais qui ne savent pas du tout se servir d'une caméra? Ouais. Genre si tu lui dis vas-y filme, genre tu dis à Cameron filme, il va le faire. Ouais. Tu vois, tu dis à Spielberg filme, il va le faire, tu vois. Est-ce qu'il y a des réalisateurs en place, hein, genre les mecs, tu leur dis vas-y filme, non je sais pas faire. Je vais pas m'avancer sur les gens en place, j'ai pas bossé avec assez de monde pour ça, mais non mais oui, je peux répondre oui quand même parce qu'il y a une certaine logique. En fait, un réalisateur, ça peut venir de plein de milieux différents à la base, donc on en a beaucoup qui ont fait vraiment des études de cinéma, des écoles de cinéma et qui ont vraiment un bagage technique, et il y en a qui viennent de tout autre milieu et qui sont passés à la réalisation par plein ils ont commencé les courts-métrages avec leur caméra et oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Il y en a qui ont eu d'autres postes sur les tournages, il y en a qui n'ont pas eu d'autres postes. Donc sur le principe, oui, ça me semble évident que certains n'aient pas de connaissances purement techniques, on va dire, hein, de manipulation de caméra et tout ça. Après, il faut évidemment quand même savoir, sinon tu peux pas faire de découpage technique, sinon tu peux pas imaginer ton film si tu ne sais quand même pas ce que tu peux demander au matériel, quoi. Oui, ça veut pas dire que toi tu peux l'utiliser, hein. Après, mais ça veut pas dire que c'est des mauvais réalisateurs. Non, pas du tout. Non. Genre il y a des chefs d'orchestre, ils savent pas jouer de violon, pourtant voilà, comment on dit le verbe, il chef orchestre bien. Ouais, il chef orchestre, c'est ça. Chef orchestré. Ouais. Okay. Premier groupe. Oui, chef orchestré. Ouais. Mais je sais plus. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Tais-toi. Ça reviendra. Genre c'est ma faute. Oui, donc oui, ça existe des réalisateurs qui savent pas du tout tenir une caméra. Ça paraît bizarre comme après, ça, il mais faut quand même un minimum connaître les formats d'image, les focales, tout ça. Ah oui, quand même. Alors, logiquement, c'est lui qui les décide. Oui, alors il va pas décider. Enfin, il va décider du type d'image qu'il veut. Après, il a un chef op qui va lui dire pour ce type d'image, je vais mettre telle ou telle focale. Donc c'est pas. Alors évidemment, c'est mieux quand ils le savent. Et puis il y en a beaucoup qui le savent. Hein, mais après, dans le principe, on peut réaliser sans savoir ce genre de choses, du moment qu'on sait vraiment ce qu'on veut, ce que vous montrez, quoi. Bon, après, a priori, pour savoir ce qu'on veut, c'est quand même bien de. Oui, non, forcément. Et justement, depuis tout à l'heure, on parle de
de métiers, de sous-métiers, sous-sous-métiers, nanana. Mais justement, est-ce que toute cette hiérarchisation, en fait, est-ce que ça nique pas un peu la vision? Alors, encore une fois, c'est pas pédant, hein, mais là, genre la vision artistique de base, tu vois ce que je veux dire? Genre, le mec, il a un truc dans la tête, mais il faut que ça passe par lui, puis après par lui, puis après par lui, pour que ce soit à l'image. Est-ce que c'est pas dilué du coup? Tu vois, est-ce qu'elle est claire ma question? Ouais, elle est claire. Mais pour moi, c'est un peu l'inverse parce que ça veut dire qu'on a un réalisateur qui veut quelque chose et ça veut dire qu'il a toute une équipe. Alors, c'est une vraie hiérarchie, un tournage. C'est extra. Alors, de l'extérieur, pour ceux qui en voient, ça a l'air d'une bande de gens dont la moitié, on sait pas ce qu'ils foutent. Ouais. Et en vérité, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que chacun a un rôle précis à effectuer à un moment précis. Ouais, complètement. Et pour moi, c'est l'inverse parce que le réalisateur, il veut quelque chose et ça veut dire qu'il a toute une équipe qui est là justement pour arriver à ce point final-là, à ce résultat. Ouais. Et arriver à un résultat, il faut, voilà, si on veut vraiment tourner une telle scène en extérieur de telle manière, ça veut dire qu'il faut que derrière, effectivement, que pour le son ça fonctionne, pour l'image ça fonctionne, pour la régie, pour tout le monde. Donc pour moi, si l'équipe fonctionne bien, tout le monde justement cherche ce point artistique comme résultat. D'accord. Ouais. Donc pour moi, au lieu de diluer, au contraire, ça concentre tous les efforts vers un point commun, quoi. Après, c'est pas toujours le cas, mais je sais pas, je pense selon les corps de métier aussi, genre s'il va demander à un artiste de dessiner un monstre, genre je veux ce monstre-là, peut-être que les propositions de l'artiste, ça va enrichir le truc. Ah évidemment. Voilà, donc, non mais tout à fait. Mais ça c'est dès avant le tournage, même en repérage. On va proposer des choses et ça s'éloigne parfois de la demande initiale, mais ça peut permettre de justement de réfléchir différemment. Et ça c'est comme ça à tous les niveaux. C'est-à-dire que tous les postes vont faire des propositions. Ouais. Qui vont venir enrichir justement la recherche, quoi. Ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait. C'était quelle année, Hellboy 2? 2008. 2008. Ouais. C'est en voyant les bonus d'Hellboy 2, en fait. Mm-hmm. J'ai vu Del Toro qui parlait à son équipe et tout, pour les monstres et tout. Donc, il y a plein de monstres. Tu l'as vu, Hellboy 2? Ouais. Et il disait, voilà, je veux tel monstre dans ce style-là, nanana. Et après, il passait chez les sculpteurs. Et il y a les mecs qui faisaient celle-là elle est bien, on la prend et tout, mais il n'avait pas pensé forcément à ce qu'il avait. Non, bien sûr. Et du coup, dans le film, je dis mais en fait c'est pas vraiment lui qui a trouvé ce monstre. Tu vois ce que je veux dire? Il a donné une directive, il a donné une direction, tu vois. Et c'est le. Et enfin moi je trouve ça dommage que les mecs soient pas plus connus que ça. Des fois les monstres ils sont créés, c'est pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bon après il y en a qui sont connus, hein, enfin je sais plus les noms là, mais oui, je vois, je connais pas les noms non plus. Comme ça là. Mais c'est vrai que maintenant, bon, c'est comme tu dis là, ouais, ils sont moins, même sur les derniers, la forme de l'eau, tout ça, qui sont toujours en physique, quoi. Enfin, c'est pas du CGI, full CGI. C'est vrai que les noms sont. En fait, quand un film il est réussi, c'est un miracle, en fait. c'est la somme de. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Après, je pense qu'il faut faire confiance. Oui, voilà. Moi, je pense. Enfin, en se mettant à leur place d'un réalisateur, ouais, je pense que je fais confiance à fond. Ah, mais il n'y a pas trop de choix. C'est pareil pour tout ce qui est la déco. La déco, c'est un poste artistique super important. Non, mais, le réalisateur ne va jamais dire je veux que la pièce soit exactement avec une table là, un truc là, ou que tel décor. Non, il va donner des directives, on va lui proposer des choses, et après il va affiner, soit ça lui convient, soit il dit ça c'est une bonne base de travail, mais on va modifier ça. Oui, comme tu dis Thomas, peut-être un truc auquel il n'avait pas du tout pensé, quoi. C'est ça, ouais. Mais là, je vais prendre un exemple sur... je vais pas tirer sur l'ambulance, mais le film Kaamelott par exemple, où justement Alexandre Astier fait tout, quoi. Quand je vois le montage, je me dis bon, il aurait dû peut-être. Alors je suis très grand fan de Kaamelott et d'Astier. Non, mais moi j'aime même le film, j'ai aimé, hein. Franchement. Voilà, je cool, moi le film. c'est à partir du film où je me suis dit c'est là où c'est la limite du mec. Là, il peut plus tout faire. Possible. Ça ressemble pas à un film en fait. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est vrai que tu peux pas tout faire. Ouais. C'est ça. Sauf si tu t'appelles James Cameron, mais. Oui, mais après tu as le budget derrière. James Cameron. Oui, non, mais je sais, je déconne. Non, mais c'est pour discuter. Mais oui, bien sûr, je sais. Tu déconnes, mais Astier quand même. Enfin, je ne vais pas dire c'est James Cameron, mais ça va. En France, il a quand même. Je pense qu'il a de quoi faire, quoi. Enfin, au niveau du budget, c'est 15 millions pour Kaamelott. Ouais, c'est pas le plus à plaindre, quoi. Enfin, non, c'est sûr. Après 15 millions pour un film d'heroic fantasy, c'est peu, hein. Même, c'est peu, ouais. Après, je parle vraiment du montage, tu vois. Au niveau des effets et tout, bon, il n'y a pas trop d'effets. Enfin, je me rappelle plus, il n'y a pas de créature ou quoi, hein, il me semble. Même la photo, c'est pas lui qui a fait la photo et tout, mais même la photo, ça fait très très série télé en fait. Ouais, non, il y a un problème, comme tu dis. Tu l'as vu, toi? Non, j'ai pas vu le film. Alors en fait, à la fin, non, je déconne. Je vais te donner
On va rentrer un peu dans le côté ludique, on va essayer. Je vais te donner une liste de métiers. Et en une phrase, tu vas me dire en quoi ça consiste, ok ? Donc, est-ce que tu sais ce qu'est l'ensemblier ? Oui. C'est quoi ? C'est un poste de l'équipe décoration. Ouais. Qui va en fait venir perdu, ça fait 3 phrases. Ah d'accord. La concision c'est pas mon truc. Allez, vas-y, continue. Non, je déconne, vas-y. non mais ça fait partie de l'équipe déco et il va venir, donc la décoration va faire son travail et ensuite l'ensemblier va venir gérer justement un peu l'ensemble. C'est clair pour toi ? Ouais, faut à peu près, ouais. Est-ce que tu peux me donner la différence entre un assistant de production, un producteur et un producteur exécutif ? Ouais, je peux faire ça. C'est vrai ? Ouais. Vas-y. Tu as plus de 3 phrases là, j'avoue. Ouais, obligé. Bon, déjà, le producteur, quand on dit juste, si on appelle ça juste un producteur, c'est la personne qui a une boîte de production ou qui est dans une boîte de production et qui s'est assuré de trouver les fonds nécessaire au film et qui est le porteur aussi légal du projet, qui doit donc s'assurer que le film va bien être fait dans les budgets et dans les temps. Le producteur exécutif, alors c'est un peu particulier, c'est un technicien, enfin c'est pas un technicien, c'est quelqu'un qui va être embauché par la boîte de prod, à qui en fait il va un peu déléguer la production. Un producteur, il peut produire plein de films en même temps, par exemple. D'accord. Hein. Il va pouvoir déléguer certaines choses à des producteurs exécutifs, okay. Notamment s'il tourne pas dans sa région, il tourne dans un autre pays, et donc il va déléguer la fabrication du film à un producteur exécutif. C'est un peu comme un directeur de production, mais plus. Le directeur de production, c'est le boss du film, c'est un technicien embauché, mais c'est un peu le boss du tournage. Et l'assistant de prod, c'est l'assistant du directeur de production. C'est le directeur de production. Le café, tout ça. Ouais. Et, non, mais beaucoup, l'assistant de production, ça va être beaucoup les réservations. C'est vraiment, voilà, c'est le bras droit du directeur de production. Ok. C'est clair pour toi ? Ouais, alors nickel. Ça va, ça correspond à tes définitions ? Ouais, non, je les ai même pas notées. Ah bon, tu vois, confiance aveugle. J'ai même pas noté. Ça se trouve, tu dis, ouais, exactement. Voilà. Nos 4 auditeurs nous diront si j'ai des conneries. On va vérifier au montage avant. Ouais. S'il faut couper, on coupe. Hein. Le chef de car, c'est quoi ? Chef de car ? Ouais. Ah non, ça j'ai pas ça. Bon, j'aurais dû la noter, comme ça on aura quelque chose. Alors là, ça m'intrigue en plus. Car, tu écris comment Car comme quand tu prends le car pour aller à l'école. Ah non, j'ai pas ça. Ouais, on regardera sur le téléphone après, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est qu'un machiniste ou une machiniste ? Tout à fait. Les machinistes, c'est ceux qui vont gérer tout ce qui entoure ce qu'on appelle donc la machinerie caméra, c'est-à-dire les pieds de caméra, les accroches, les travelling, c'est eux qui vont installer tous les rails de travelling, qui vont pousser les dollies, les chariots, c'est eux qui vont porter la caméra d'un lieu à un autre, qui vont porter les pieds, voilà, tout ce qui est matériel autour de la caméra va être géré par les machinistes. Ouais, moi j'en étais resté à Christian Bale. Donc... c'est un métier très 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 physique. Ouais. Et l'assistant opérateur, c'est quoi ? C'est l'assistant au cadre, quoi. C'est-à-dire, il fait quoi en fait en gros ? Alors l'assistant opérateur, selon parce qu'il peut y en avoir plusieurs, il va gérer. J'aurais dû être plus précis. Il va par exemple gérer, il va amener tout ce qu'il faut au chef opérateur et à la caméra. Voilà, il va gérer les objectifs, les batteries, le point pour certains, voilà, tout ce qui est autour du cadre. Bon, après mes collègues, si je dis des conneries, n'hésitez pas à me le dire. Normalement. C'est ça. Et est-ce qu'on peut parler 2 minutes du perchman ? Il fait que ça pour de vrai ? Ouais. Sans déconner ? Sans déconner. Ça, en fait, perchman, c'est assistant ingénieur du son, le vrai. D'accord, mais il fait pas que ça. Le vrai terme, il équipe aussi c'est l'assistant de l'ingénieur du son, donc il équipe souvent les comédiens aussi. D'accord. C'est équipé, c'est-à-dire il va aller leur mettre les micro-cravates, tout. C'est pas un mec qui fait ça toute la journée. Bah si, quand même. Non, mais installer les micros et tout, mais il est pas seul sur sa perche comme ça. Ah bah si, une fois qu'on lance le cadre, Ah putain. Ouais. C'est chaud. Beaucoup de respect pour eux. Tenir les bras comme ça, tendus. C'est une technique. Waouh. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand on parlait des métiers importants, je pense que c'était un piège en fait. Je pense que le métier le plus important, c'est celui qui s'occupe du catering. Parce que... c'est sûr. Mais tu plombes une équipe. Je connais Philippe Catering. Ah putain, j'allais faire un autre jeu de mots avec Catherine, tu m'as tout niqué là. C'est bon, allez. J'avais fait ça juste pour mon jeu de mots. On s'était pas briché avant, donc...
Non, mais c'est je pas sais grave. pas ce que c'est en fait, catering. Le catering, c'est la bouffe. Ah, C'est le buffet. d'accord. Ouais. Le catering. Donc on a des cantines professionnelles. D'accord. Donc la régie fait appel, enfin la régie, la production, peu importe, Ah fait ouais, appel d'accord. à une cantine professionnelle parce qu'en fait il faut une cantine pro parce que une équipe de tournage c'est censé être 40 et manger à midi, puis finalement c'est 50 et puis ça voudrait manger à midi 50 et puis finalement, enfin bon, c'est quand même, et puis il faut suivre donc c'est des gens qui ont des camions cuisine, qui ont des barnums, enfin tout ce qu'il faut et qui suivent les plateaux. Ouais. Et c'est super important. Hein. Genre tous ces Bah, gens qui se lèvent très très tôt, qui finissent très très tard, si tu les nourris pas bien, c'est l'émeute très très rapidement. Bon, on va passer un petit jeu si ça vous le dit. Allez. Allez. Ça vous dit un petit jeu? Clairement, ouais. Allez, c'est parti. Alors, on va jouer, ça s'appelle le jeu du pitch. Donc, ça sera spécial cinéma français et comédie française. Ok. Donc, en fait, le but, c'est que je vais vous donner un titre de film avec le pitch. Et vous allez devoir me dire si, à votre avis, ce film existe ou pas. D'accord. Ok. Ok. Alors, je vais lire. Comme je lis très mal, je vais peut-être bafouiller, mais c'est pas grave. Alors, le titre, c'est La Chambre Bleue. Un homme et une femme s'aiment en secret dans une chambre, se désirent, se veulent, se mordent même. Puis s'échangent quelques mots anodins après l'amour. Du moins, l'homme semble le croire, car aujourd'hui arrêté, face aux questions des gendarmes et du juge d'instruction, Julien cherche les mots. Est-ce que ça existe ou pas? La Chambre Bleue. Putain, c'est un peu light pour un pitch de film quand même. On avait un pitch de film français quand même. Ouais, mais genre, il y a... C'est- Ça balance. On en a fait avec moins que ça. Hein. moi, C'est pas faux. je dis oui. La chambre bleue. Moi je dis oui, sinon je le fais. Ah ouais. Si ça existe pas, je le lance. Bon, je vais le suivre. Hein. Ça existe. Ça existe, Ah ouais. ouais, ça existe. Mais du coup, ça part. Enfin, j'ai pas compris le pitch en fait. Parce Ouais, que je sais. d'abord, ils sont dans une Écoute, chambre. c'est copier-coller à le ciné. Hein. Après, ne pas comprendre le pitch, mais est-ce qu'on comprend le film? C'est ça la vraie question. Ouais, Ouais. Moi, je verrais bien Lambert Wilson ouais, dans le clairement, rôle. ouais. Ouais. Je sais pas qui, j'ai pas le cast. Wow. Ça dépend de l'année, le cast. Oui, Ouais, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Je suis sûr qu'Efira, là, dernièrement, ça peut être qu'Efira. Ouais, mais... ouais. Fira ou l'autre. Bon, là, même si elle choisit bien ses celui projets. qui a gagné le quand même. César, là, qu'on voit partout, là, Queneau, là. Ouais, Quenard. alors, Raphaël Quenard. Quenard, ouais. Clovis Cornillac, si ça a 15 ans. Ça, c'est Oui, après voilà, son choix. ouais, c'est- Parce que maintenant, bon. Si ça a 20 ans, Samuel Le Bihan. Voilà. Alors, le prochain s'appelle Réparer les vivants. Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec 3 jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, c'est l'accident. Désormais suspendu aux machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n'est plus qu'un leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie. Est-ce que ça existe ou pas? Putain, c'est dur, ouais. Parce que c'est tellement. Pathos, le film. Ouais. Réparer les vivants. Réparer les vivants, le titre me plaît bien. J'ai du mal avec le pitch, mais vraiment le titre, par contre, le titre, ouais. Ça existe ou pas? J'ai envie de dire oui, mais en fait, j'ai envie que tout existe. Ouais. Moi, pour le titre, je dis oui. Ouais. Ça existe, bravo. Ah, ok. À chaque fois que vous avez une bonne réponse, vous devez voir le film. Ah ouais, putain, alors, ouais. Ouais. Ça n'existe pas. Finalement. Le prochain s'appelle L'écume amère. Oh, punaise. Fabrice, Chantal, Rémi et Solène louent un voilier pour une escapade le long de la Côte d'Azur. Ce périple entre amis ne se déroule pas tout à fait comme prévu, suite aux révélations aussi inattendues que déconcertantes de Rémi. Secret, non dit, faux semblant, ce séjour marin sera houleux malgré la mer d'huile. Non. Non, c'est trop là. C'est le remake de Calme Blanc avec C'est too much. Nicole Kidman sur la Côte d'Azur. Non, ça n'existe pas. Est-ce que tu penses que j'ai pu inventer un truc pareil? Bah, je sais pas. Mais il y en a aucun. Ils existent tous en fait alors. Ça existe ou pas? Non. Non, moi je dis non. Non, ça existe. C'est trop là. J'avoue, je suis allé un peu loin là. Le coup de... Mais si un producteur nous écoute. Ouais, Ah là, ils vont c'est vrai que s'égaler, le coup de la mer d'huile, j'aurais pas dû le mettre. Ouais, C'est c'était qui- ça. Non, mais même le titre. Allez, encore quelques-uns. De l'autre côté du lit. Alors que la routine s'installe... Pardon, excusez-moi. Ça, C'est vrai que le titre, ça me fait rire. Ouais, non, mais c'est. De l'autre côté du lit, alors que la routine s'installe dans le couple d'Hugo et Ariane après 10 ans de mariage, ils décident d'échanger leur vie. Ariane se retrouve ainsi à la tête d'une société de location de matériel de chantier, alors qu'Hugo devient vendeur de bijoux à domicile. Putain. Ça existe ou pas? J'aimerais bien dire ça existe et que je l'ai vu, tu vois. J'aimerais bien avoir ce. Est-ce qu'il y a clavier à ce dedans? niveau-là, ouais. Moi, j'ai envie de dire oui, il y a pas mal de détails. Non. Non, ça existe pas? Non. Je dis oui. Eh, ça existe. Oh, C'est Vente de pas avec matériaux, clavier. je sais plus quoi. Ah, c'est avec Danny Boone. Ah, Je m'en souviens. Les bruits de couloir. Engoncée dans une relation toxique, Anya essaie tant bien que mal d'exister au sein de sa belle famille dans la cité des mariniers à Marseille. Déracinée par un mariage forcé, la jeune femme doit constamment jongler entre les caprices d'Amira, sa belle-mère, et les brimades de Fauzi, son mari.
Jusqu'au jour où Anya croise le regard de Lionel, voisin de palier, leur romance met en lumière le racisme exacerbé au sein de l'immeuble où les rumeurs vont bon train. Ça existe ou pas? Est-ce qu'il y a clavier? Les bruits de couloir. Non. Ouais, moi je dis oui. Hein. Ça existe? Ouais. Non, ça n'existe pas, j'ai inventé. Eh ben ça pourrait. Ça pourrait, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. En fait, ceux qui n'existent pas, ils pourraient. Ceux qui existent... Ils devraient pas. Ouais, Bon, ça en fait encore un ou deux? Allez. ouais, Alors, le garçon et le félin. Le garçon et le félin, c'est bon? Ouais. Léo, 10 ans, trouve un chaton blessé et abandonné rentrant dans son... Quoi? J'ai oublié des mots ou... Léo, 10 ans, trouve un chaton blessé et abandonné en rentrant de son cours de piano. Très vite adopté, le chaton aveugle semble réagir aux douces mélodies jouées par Léo. Une relation exceptionnelle se construit entre l'animal et le petit garçon, magnifiée par la magie de la musique. Mais Léo doit prendre une décision déchirante lorsqu'il découvre que le chaton n'est en réalité pas tout à fait abandonné. Est-ce que ça existe? Putain, tenir un long métrage sur ça? Non, moi je dis non. Excuse-moi, tenir un long métrage de l'autre côté du lit? Tu le tiens ou pas? C'est vrai. Non. Non, je dis non. Non, quand même. Non, ça n'existe pas. Bravo. C'est chiant avec les animaux de tourner et tout. Ouais, surtout les chats. Oh j'ai tourné avec des chats, c'est horrible. Ils se sont barrés dans le maquis, c'était atroce. Pire qu'avec les gosses. Ouais. Allez, le dernier. Ça s'appelle le vœu de trop. Et si vous vous réveillez un beau matin et que l'islam n'existait plus? Patrice, militant d'extrême droite, découvre à quoi ressemble la France sans voile et sans mosquée. Pourtant, il découvrira malgré lui que l'insécurité et les pertes des valeurs de la République ne sont pas forcément dues à ce dont il pensait. Une fable sur la tolérance et le vivre ensemble. Est-ce qu'il y a clavier? Ouais, alors là, pour le coup, il y a clavier. Là, excuse-moi, Ouais. c'est normalement. Je l'ai vu, il y a clavier Didier Bourdon. Ouais, dedans. franchement. Ouais. Non, ça n'existe pas, j'ai Ah non inventé. Ah merde. Ouais, ils vont le faire. Là. Ouais. Ils vont le faire. Là, c'était abusé, là. On Ça, déconne pas. Un matin, tu te réveilles, il n'y a plus d'islam. Enfin, je veux dire, là, c'est plus... C'est Jean-Philippe version islam. Oui, c'est vrai. J'avoue. Ok. Donc, est-ce que ça te dit qu'on parle un peu des ambiances de tournage? Mais bien sûr. Comment ça se passe un peu sur les plateaux, tout ça? Déjà, de par Dieu, c'est Ça vrai ou c'est dépend. faux? Moi, je crois que c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas un peu la patte du gain là-dedans. Non, Est-ce qu'il n'y a pas un peu de manipulation, Ouais, là? non. Parce que j'ai vu le reportage, là, c'est pas très bien fait. Ouais, non, non. en plus, voler les images à Yann Wax, moi je trouve ça un peu Ouais. inadmissible. Ce quoi. grand réalisateur. Ouais. Pardon. Ouais. En plus, aujourd'hui, avec les IA, tu peux faire dire ce que tu veux. oui, Ouais, c'est clair. des conneries. Non, Non, voilà. Non, en fait, la vraie question, c'est est-ce que sur un tournage, c'est comme en cuisine? C'est-à-dire, t'as pas le droit de dire s'il te plaît, il faut pas te vexer quand quelqu'un te dit fais vite, tout ça. C'est ça Alors, la vraie ambiance ou pas? Ouais, tu essayes, c'est comme en cuisine, hein, t'essayes, mais après, effectivement, faut beaucoup mettre ses égos de côté sur des plateaux. Il y a souvent une urgence, il y a souvent un stress et une tension Ça, j'en doute palpable. pas, ouais. Donc, oui, alors on essaye quand même d'y mettre les formes autant que possible, mais surtout dans les équipes, oui, des fois ça peut partir comme ça. Après, souvent en tournage, l'équipe est ensemble logée soit dans les mêmes immeubles, soit des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de moments Ou tu peux revenir sur les trucs. ouais, Tu dis, voilà. je t'ai parlé un peu sèchement. Voilà, Ouais, c'est d'accord. ça. Mais oui, on sait qu'on est dans un truc un peu particulier qui est toujours soumis à une urgence et donc ouais, faut pas être trop formaliste quoi. Déjà, il y a quelque chose, c'est que les gens se tutoient au premier coup de fil en fait quand Ouais. un prod t'appelle. C'est la famille, c'est dans- le cinoche, tu vois. Ouais, voilà, la grande famille. Tu sais, dans La Nuit américaine de Truffaut, il y a une citation qui est géniale, parce qu'on a demandé tout part en vrille, puisque ça montre un tournage, et ça montre assez bien un tournage d'ailleurs. Ouais. Et donc il y a une crise de la comédienne, enfin je sais plus quoi, et quelqu'un dit, un des personnages dit ah mais après tout le cinéma c'est une grande famille, et l'autre lui répond les Atrides aussi. Donc les Atrides se sont tous entretués. Voilà, j'aime beaucoup cette citation, je la sors souvent. Donc non mais voilà, le tutoiement, c'est pas ce côté c'est une grande famille ou quoi, c'est ce côté, en fait c'est des gens que on essaye de bosser un peu avec les gens qu'on connaît, Ouais. mais à chaque fois ça reste quand même des équipes assez nouvelles. C'est des gens avec qui on doit être très efficace très rapidement. Ouais. Donc effectivement on met un peu de côté toute une partie formalité pour aller directement à l'essentiel. Mais après on essaye d'avoir quand même des moments, même le week-end, un peu des fêtes, des trucs qui permettent de faire retomber un peu la pression. C'est des gens avec qui on va vivre, il y a un effet colonie de vacances, on va vivre ensemble pendant Mais des ça, semaines. Est-ce que tu, par exemple, pour prolonger ma question, ça, tu l'as pas, cette relation avec le réalisateur, par exemple?
Genre, on parlait de Cameron tout à l'heure, mais il y a même Kubrick et tout, ils ont des réputations d'être un peu tyranniques. Tu vois, c'est ok pour toi ça, ou c'est jamais justifié de parler mal à... Alors, non, je vais dire Je parle pas de trucs dégueulasses, genre... Ouais, non, bien sûr, je comprends. Des trucs racistes ou quoi, je parle, voilà. Jamais justifié. Bah, je pense que ça dépend encore de la personnalité. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'instant parce qu'à un moment donné c'est ça qui va faire avancer les choses, ou c'est ça qui va débloquer les choses, ou parce que peut-être on est vraiment à un moment où il y a beaucoup de tension, ou est-ce que c'est un vrai fonctionnement de la personne qui est juste odieuse en permanence. Donc pour moi ça c'est deux choses différentes, quoi. Et d'après toi, Kubrick et Cameron Kubrick, c'est compliqué. Hein. Kubrick, pour moi, c'est compliqué parce que j'adore ces films, mais c'est une vraie question. Hein. Est-ce que le génie... J'ai pris ces deux parce que Kubrick, c'est un des plus grands réalisateurs... et sans doute un des plus odieux, a priori. Voilà. Et Cameron, même si ça va faire grincer dans certains, mais c'est aussi un des réalisateurs les plus importants de son époque. Évidemment. Voilà. Que ce soit pour ses films, même pour ce qu'il a amené d'aspect technique et tout au cinéma. Ouais. Et ces deux-là, justement, se traînent des réputations de mecs tyranniques. Mais c'est un vrai questionnement qu'on peut avoir. Hein. Est-ce que genre, le génie autorise tout Voilà, c'est ça. Quand malgré ma passion pour Kubrick, quand on voit ce qu'elle a pu prendre sur Shining, par exemple... Chez la Duval. Ouais. Là, on peut se dire non, il y a rien. Elle est mauvaise aussi, elle méritait. Ouais, mais alors là aussi, c'est son choix, c'est lui qui l'a choisi. Oui, c'est lui. Sûr, et en plus, des réalisateurs comme ça, ils peuvent changer en plein milieu s'ils veulent, quasiment. Donc, humainement, non, je vais te dire qu'il n'y a rien qui justifie ça. Après, ça c'est un débat à mon avis qui est aussi vieux que l'art, c'est-à-dire est-ce que tous ces génies insupportables, on va y répondre. comme ça, là. On a la réponse. On est là pour ça. Spécialement pour vous. Mais après, il faut voir si, est-ce que comment dire, le côté tyrannique du tournage et tout, est-ce qu'il se ressent sur le film, est-ce qu'il apporte quelque chose de bénéfique au film? C'est le cas sur, par exemple, Apocalypse Now, je crois que c'était un peu un bordel aussi sur le tournage, L'Exorciste aussi. Il faut dire que ça se ressent quand tu regardes le film, et ça fait partie des qualités du film. Après, voilà, est-ce que c'est... Après, je sais, mais il y a aussi des films, des chefs-d'œuvre où il n'y a pas eu de... Où tout s'est bien passé. Mais ça dépend aussi des films pourris. Par exemple, un film comme The Sorcerer, est-ce que tu peux faire un film comme ça Ah oui, si tu pousses pas le bouchon un peu loin sur le tournage. Là, ça c'est des films spécifiques où on demande beaucoup aux acteurs. Non, parce que je sais que Friedkin aussi les critiquait sur L'Exorciste et Sorcerer pour ses méthodes. Verhoeven par exemple. Ouais. Verhoeven, il se foutait à poil sur les sets quand il demandait aux acteurs de se foutre à poil. Le mec, peut-être il attendait que ça aussi. Oui, voilà. Clairement, il y en a. On n'a pas de scène à poil aujourd'hui. Allez, on va. Verhoeven, ça faites-moi voir le script. C'est pas un Verhoeven. Hein. Mais non, mais c'est un peu le débat. C'est un peu le débat qui est soulevé par un film comme Whiplash, selon moi. Oui, c'est ça. Est-ce que le génie autorise tout? Est-ce que j'ai pas de réponse? Et petite parenthèse, à votre avis, dans Whiplash, à la fin, gros débat. Non, déjà, est-ce qu'il a pris les notes pour l'engueuler? Ouais. Ah, c'est ce qu'il a fait exprès. Est-ce qu'il a fait exprès pour le pousser? Je me rappelle plus assez, moi, du film. Mais à un moment donné, il oublie ses partitions. Ouais. Et après, ses partitions, il part en voiture, il a un accident de voiture. On spoil, hein, désolé. Est-ce que c'est le prof qui a viré ses notes pour le pousser à bout ou pas? Parce qu'il a vu son potentiel? Ouais. À ton avis? Je sais pas, je pense que c'est. Je pense qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, voilà. Il n'y a pas de réponse, c'est comme les fins ouvertes. Hein. En fait, il n'y a pas de réponse parce que le film s'arrête. Mais oui, c'est une possibilité. C'est évidemment une possibilité. En tout cas, voilà, ça colle. Le fait qu'on se pose la question, déjà, c'est que ça colle clairement au personnage du prof. Ouais. Et sinon, est-ce que tu as des anecdotes un peu marrantes qui t'est arrivées en tournage ou que tu peux raconter? Drôle ou pas drôle, hein? Des anecdotes. Allez. Non, mais c'est parfois des demandes en fait. À la régie, on a parfois des demandes un peu surréalistes. Nous, on tourne beaucoup ici, et donc c'est quand même une région un peu spécifique. Et de toute façon, quand une équipe vient en région, il y a toujours les spécificités de la région. C'est pour ça que les. Ah oui, on a encore ça. On n'a pas précisé. C'est pour ça que la régie, en général, et ce sont les postes qui sont recrutés sur place, parce qu'il faut avoir une bonne connaissance où qu'on soit de la. Non, un jour par exemple, il y a un réalisateur qui m'a demandé si je pourrais pas. Au début, c'était une blague, je fais mais en fait non. D'un coup, dans la scène, il aurait bien aimé des petits cochons sauvages en fait.
Ah ouais. Et il m'a dit tu voudrais pas me donner des petits cochons sauvages. Et je lui dis mais au début je trouvais ça drôle et il me dit non mais ça va, il y en a plein, genre j'en ai croisé plein sur le bord de route, tu peux bien me mettre véridique, tu peux bien m'en charger 2-3 dans le coffre. Et c'est exactement en fait, c'est-à-dire que ma phrase suivante ça a été dans cochon sauvage, c'est cochon ou sauvage que tu n'as pas bien compris. Donc voilà, il arrive qu'on ait des demandes assez assez surréalistes comme ça, ou les anecdotes, typiquement le son, c'est-à-dire quand on se retrouve à envoyer des régisseurs mais à 10, 15, 20 bornes complètement en face et tout, et qui arrêtent des gens, ils débarquent dans le garage d'un type en disant excusez-moi, vous pouvez arrêter de faire votre perceuse. Et ça notamment, sur une fois on a eu une journée entière où le mec mon régisseur a fait tous les villages autour, et à chaque fois il me disait bon là on a arrêté quelque chose, est-ce que c'est ça? Et le gars du son disait non, j'entends encore. Bon c'est pas ça, alors continue, cherche encore pour atterrir à quelqu'un. Alors moi je le ferais pas ça, débarquer dans des villages et dire au mec tu arrêtes de bosser là 5 minutes. Ça c'est compliqué alors d'où l'importance d'avoir des équipes locales à la régie. Tu parles tu arrives, tu parles en corse. Mais oui c'est ça, et d'où l'importance aussi de pour les régisseurs de savoir y mettre les formes, parce qu'on a quand même un problème dans le cinéma selon moi, c'est que on fait un film quoi. Genre et tout à coup on fait un film, et comme il y a une urgence, comme le film doit être fait en temps de pour nous ça surpasse tout à coup. Et à un moment donné, il faut vraiment, et je comprends que ce soit le cas, notamment pour le réalisateur et pour la prod, et parce qu'il y a des impératifs. Mais nous, à la régie, on est aussi là pour un peu atterrir et dire attends, nous on fait un film, mais le mec en face il fait un chantier quoi. Et le chantier en fait c'est super important aussi pour lui. Et donc c'est très très dur parce que oui, en fait il faut arrêter son chantier. Là dernièrement, on a passé des jours entiers avec un pauvre régisseur qui était sur un chantier à sympathiser. Alors du coup on leur a amené des trucs, enfin bon, mais on l'a envoyé des journées entières sur un chantier à dire aux gars toutes les 3 minutes est-ce que vous pouvez arrêter les machines. Voilà, c'est insupportable. En même temps, sinon pour nous, c'est potentiellement une journée de foutu. Une journée de foutu, et une journée de foutu, ça ne se rattrape pas. Donc là pour moi c'est l'aspect toujours compliqué quoi. C'est faut y mettre les formes, et il faut essayer d'être respectueux au maximum aussi quoi. On fait comme il y a 50 ans, on refait tout le son en post-prod. Voilà. On refait les bruits, on refait les doublages. C'est possible, ça arrive d'ailleurs. Il y a toujours des scènes sur un film entier, il y a toujours des scènes qui à un moment donné doivent être refaites au son pour des raisons X ou Y, mais tant qu'on peut éviter ça, voilà. Ou dernièrement j'ai un régisseur aussi qui a couru après un chien qui s'obstinait à aboyer, et donc il a passé une après-midi avec le chien qui était seul dans son jardin, le pauvre chien. Il a demandé à personne. Voilà, à lui faire des poutous pour pas qu'on l'entende. Donc voilà, ça c'est une partie du métier moi que je trouve un peu difficile quoi. Nous on fait un film, et en face ils font leur vie aussi quoi. Et c'est pas plus important. Ça je viens le faire, rester avec le chien moi l'après-midi. C'est vrai. S'il y a moyen. Ça dépend du chien. Aussi. Alors, tu ne fais pas que travailler dans le cinéma, tu fais aussi des trucs. Plein de trucs. Voilà. Notamment, tu as réalisé, j'allais dire récemment, non, puisqu'on va voir que ça s'est étalé sur plusieurs années, mais tu as sorti il n'y a pas longtemps un documentaire qui s'appelle Ernest. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça parle de quoi, Ernest? C'est quoi Ernest? Ça parle d'Ernest. Ça parle d'un monsieur qui s'appelait Ernest Bonacoche, et qui, quand il avait 13 ans, a participé, a eu un rôle central dans une bataille qui a mené à la libération de Bastia et à la libération de la Corse, et qui avait fait de la résistance enfant à 12-13 ans, et qui s'est retrouvé à mener, on va dire, des troupes au col de Teguim, c'est-à-dire à une bataille très importante, parce que par une série de hasards et de décisions qu'il avait prises, il connaissait exactement le chemin qu'il fallait prendre, et ensuite il a participé à la bataille avec eux, et il a fait ensuite sa carrière dans l'armée. Enfin, il a eu un destin assez incroyable. Donc une personne qui méritait d'être connue quand même. Une personne que j'ai rencontrée il y a longtemps, parce qu'il racontait son histoire à des collégiens. Et j'ai trouvé que son histoire n'était pas assez connue dans notre région, alors qu'elle méritait vraiment d'être connue. Tellement, Et donc je me suis dit qu'on allait mettre en lumière son histoire. Donc je ne me suis pas destinée à la base à la réalisation, mais lui, je me suis dit
voilà, il fallait faire quelque chose sur lui. Ouais. Et donc, mon documentaire, c'est son témoignage. Alors, c'est un parti pris, hein, c'est 1 heure de documentaire où on est quasiment dans un salon avec lui. Attends, ne grille pas, ça fait partie d'une de mes questions. Les partis pris et tout, ne grille pas. Donc, j'ai vu hier soir, moi, tu l'as vu hier soir, toi aussi. J'ai vu hier soir, ouais. J'ai beaucoup aimé, moi, justement, ce parti pris, mais j'y reviens après. Je trouve ça très émouvant. Et la musique est géniale. Ouais, donc, Célia Pikiok. Musique, super. Célia, comment ? Pikiok. Ok, super la musique, vraiment. Ça participe à mort à l'émotion et tout. Ouais. Complètement. Et voilà. Et justement, donc ce parti pris, là, c'était ma question. Donc tu as répondu trop tard. Justement, en fait, le documentaire, pour ceux qui vont le voir, c'est un entretien filmé, en fait. C'est ça. Donc il est assis sur son canapé, comme si c'était un grand-père qui nous racontait son histoire. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pendant 1h20, il nous raconte son parcours, tout ça. Et donc ma question, c'était ça. C'était, est-ce que c'était un parti pris de base ou est-ce que tu as fait ça par manque de moyens ? Et si tu avais les moyens, est-ce que tu aurais fait quoi en plus ? Voilà. Alors c'est un peu des deux. On n'était pas forcément parti là-dessus. Oui, l'entretien, évidemment, on le voulait comme ça. C'est-à-dire qu'on l'a filmé de cette manière-là et on voulait que ça rende quelque chose de très intime, même au moment où on l'a filmé. Maintenant, quand j'ai commencé le film, c'était il y a longtemps, on s'était dit que peut-être on trouverait des moyens supplémentaires. Alors on avait pas mal d'idées de mise en scène. On avait fait des pré-montages avec plus d'images d'archives, avec plus de choses comme ça. Et le film a été abandonné pendant quelques temps pour diverses raisons, notamment parce que lui est décédé et que c'était un peu dur pour moi de reprendre le truc, et aussi parce que c'était un projet perso qui avait tendance malheureusement à passer un peu derrière tous les voilà. Et quand on a repris avec le monteur, le dernier monteur, quand on a repris le truc, on s'est dit qu'en fait il fallait épurer ça, quoi, que ce qui nous intéressait c'était lui. Donc on a simplifié, c'est pas simplifié, mais effectivement on a beaucoup enlevé tout ce qu'on trouvait superflu pour se concentrer sur lui. Donc c'était un parti pris de base qui, au départ, on avait prévu de l'étoffer de diverses manières, et finalement on s'est rendu compte que c'était pas ce qu'on voulait, quoi. Ben moi je trouve que ça participe au charme du truc, c'est-à-dire vraiment j'ai vraiment eu cette image du grand-père qui raconte à ses enfants et tout ce qui est arrivé, tout ça, et vraiment donc les images d'illustration, les plans, tout ça, c'est vraiment juste pour pas que le spectateur se perde, qu'il comprenne passer par la plage, tout ça. Et je trouve ça émouvant parce que quand tu vois les gens qui ont vécu ce genre de truc là, tu te dis bon, c'était il y a 50 ans, peut-être que ils ont eu une meilleure vie après et tout, mais il suffit d'un petit souvenir, d'une petite phrase où il se met à chialer, tu vois. Ouais. Tu dis à quel point ça a dû toucher les gens, ce qui s'est passé, tu vois. Même si dans le reportage, sans raconter, il explique que lui, il était gamin, il n'avait pas conscience et tout. Ça, à mon avis, c'est pas totalement vrai, je pense. C'est vrai en partie, parce qu'au niveau du sens du danger et tout, on comprend que vraiment, pour lui, c'était Superman au milieu de la bataille. Oui, c'est vrai dans ce sens-là. C'était son moteur, mais il a dû voir des trucs... Évidemment. Ouais. C'est sûr. L'innocence de l'enfance, là... Elle a pris un coup assez rapidement, je pense, dans ces années-là. Ah, super. Où est-ce qu'on pourrait le voir, ce film, du coup sur la plateforme Alindi. Alindi, ok. Pour ceux qui ne comprennent pas le corse, comment ça s'écrit ? A2LINDI. Qui est une plateforme de streaming de contenu essentiellement autour de la Corse, de la Méditerranée. D'accord. Voilà, il est visible là. Et dans un futur proche ou lointain, il sera visible ailleurs, il est passé sur France 3 via Steel à l'occasion de l'anniversaire de la Libération. Ouais. Il repassera peut-être à l'occasion, notamment voilà. À mon avis, s'ils doivent le repasser, ce sera sans doute à des dates un peu précises, comme les anniversaires de la Libération, des choses comme ça. Très beau document, en tout cas. Merci. Moi, j'ai de quoi dire sur le document, parce que j'ai adoré aussi. Et donc, sur la forme, pour moi, c'est finalement, bon, même si c'était pas décidé comme ça, dès le début, en fait, c'est totalement légitime. Parce que, c'est ce que je dis, exactement. Comme tu dis, en fait, c'est ça qui est bien quand on a des vétérans, c'est que souvent ils ont une sacrée mémoire. Ils arrivent à. La chance avec Ernest, c'est que il te fait vivre le truc. Il raconte tout. Ouais. Et en fait, il n'y avait pas besoin de plan de coupe, plan d'illustration. Et il y a même un côté, en fait, moi, j'ai eu un côté très littéraire en regardant le film, c'est-à-dire que j'ai eu les images qui me venaient, comme quand tu lis un bouquin, tout ça. Et qui dit littéraire, dit voir des images, je me suis imaginé carrément une adaptation au cinéma, quoi. Ouais, mais nous aussi. C'est-à-dire, il y a clairement des scènes cinématographiques. On n'en a pas parlé tous les deux. C'est exactement la réflexion que je me suis dit, mais il mérite un biopic, en fait. Évidemment, mais avec le producteur, c'est quelque chose qu'on se dit depuis longtemps. Mais c'est vendeur, en plus. Il y a il faudrait un sacré budget, c'est le problème.
Non, mais il y a une accroche. Mais un gamin à la guerre. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, ça a déjà été fait. On a eu l'Empire du Soleil. Oui, évidemment, bien sûr. Mais là, les trucs qu'on a vus le plus souvent, c'est pas des soldats, c'est des enfants qui voient la guerre. C'est ça, exactement. Là, c'est on un a soldat clairement enrôlé, un soldat, donc je sais même pas si ça a été fait pour le coup. Enfin, oui, peut-être, mais celui-là, c'est à part. Requiem pour un massacre. Oui. Oui. Et ça, c'est un peu trop radical. On n'a pas envie de voir ça. Mais voilà, puis comme tu dis, il y a sûrement eu des trucs un peu glauques qui racontent pas. Et puis est-ce que j'ai pas mis aussi parce que j'ai beaucoup plus donc d'entretien ça, c'est fort. Et puis que les ça scènes de évidemment. cinéma, alors je vais pas spoiler non plus, mais je vais citer 2 scènes. C'est la première fois qu'ils voient les soldats italiens. Ouais. Le convoi et qui court derrière, pour moi c'est une scène de cinéma. Complètement, mais on voit tous les images, c'est la force du truc. Voilà, donc Louis, les enfants à la guerre, on a vu ça un milliard de fois. Mais pour moi, le truc vraiment le côté soldat, que je vois au cinéma, c'est l'apparition des Allemands où le mec. Enfin, je te dis, pendant un moment, ils entendent parler des Allemands, ils les voient pas. Et après, dans la tête d'un enfant, j'imagine même pas. Enfin, à quoi ça doit ressembler quoi. Pour eux, c'est un truc de fou. Même pas des humains, tu vois. C'est un monstre. Et puis après, ils les voient, et ça, c'est génial. Et puis tout ce truc sur l'enfance, on parlait d'innocence, mais comme il raconte lui, en tout cas, c'est tout fait. C'est-à-dire, il peut se passer n'importe quoi, mais lui, la phrase qui revient souvent, c'est « je veux voir ». Et voilà, c'est ça. Je veux voir. Et ça, je trouve ça fort. C'est vraiment le truc d'un enfant. Et après, ce qui est fort en plus, c'est que là, ça parle tout ce qu'il a fait en Corse. Mais après, il a fait encore. Après, il a fait énormément. Alors, moi, le parti pris, c'était que. Carrément une série. Justement, non, mais ça, c'est complètement. Mais effectivement, moi, ce qui m'intéressait, même si le reste de sa vie était absolument fascinante, mais ce qui m'intéressait, c'était pas le soldat, parce qu'après, il est devenu soldat, effectivement. Il faut savoir, c'était le plus jeune à avoir fait le débarquement de Provence, par exemple. Ah, d'accord. Il a fini la guerre, il avait 16 ans. Ouais, c'est vraiment une intro en Corse. Voilà, c'est ça. Mais moi, c'est cette partie-là qui m'intéressait. Déjà, j'ai pas une passion dévorante pour l'armée, soyons tout à fait. Mais moi, après, c'est vrai qu'il m'a raconté des choses et que sa vie, on pourrait vraiment faire une série. Tout était dingue. Par la suite, mais voilà, ce qui me plaisait, moi, c'était moi, je trouve ça plus intéressant. Après, c'est pas parce qu'on est corse que je dis ça, mais c'est vrai qu'au cinéma français, on n'a pas trop. Enfin, on a quelques films là-dessus, mais quitte à faire un film, autant profiter. Mais c'est une histoire qui est très universelle en plus. C'est universel, mais en même temps apporter quelque chose de régional, c'est-à-dire les décors, tout ça, et pas se concentrer sur ce qui s'est passé après. De toute façon, ça suffit pour faire un film. Rien que ce qui s'est passé en Corse, c'est ça. Ça suffit largement, quoi. Moi, le truc je me suis dit, ça, faut le mettre dans un film. C'est le passage où donc il aide les Goumiers à traverser donc la plage, où il demande de l'aide. À chaque étape, ils disent non et qu'il a honte. Et que quand il arrive sur la plage, il entend les moteurs des voitures partir et l'abandonner. Ça c'est déchirant. Incroyable. C'est là qu'il pleure. Ça c'était. Je sais pas s'il faut raconter, mais. Pour moi c'était dur parce que à la fois il l'a raconté plein de fois son histoire. Il l'a pas raconté qu'à moi, mais c'est vrai que là on était vraiment dans des conditions. On y a passé l'après-midi et on lui a dit vous nous dites ce que vous voulez en fait. Bien sûr. Contrairement parce qu'il avait fait beaucoup de reportages de choses comme ça, mais donc c'est des choses assez courtes et à chaque fois c'est assez ciblé. Et moi là je lui ai dit vous me dites ce que vous voulez quoi. On a tout le temps qu'il nous faut. Et c'est vrai que là, quand j'ai vu monter l'émotion, même pour moi, c'était. Ça va pas être facile. C'était chaud parce qu'après, il a du recul en plus. Donc après, et c'est là où il a une force, c'est que il revit les choses comme il les a vécues à ce moment-là. Exactement ce que j'allais dire. Parce qu'après, avec le recul, il va dire. Moi, il m'a dit, mais franchement, il m'a dit après, j'ai eu des enfants. Moi, j'ai compris après. Ces gens qui refusaient. Il m'a dit après, j'ai pas eu de jugement. Mais là, ce qui lui monte, c'est vraiment l'émotion du moment. Et c'est ça qui est très très fort. Parce que tu peux te dire, avec les années, il aurait pu faire un storytelling, pas mentir, c'est parce que j'ai mis un storytelling, genre il raconte son histoire, mais bon, il déballe son histoire, mais on dirait qu'à chaque fois qu'il la raconte, il se revoit, c'est comme s'il y était, tu vois. Après, on s'est rencontrés beaucoup, moi justement, je voulais pas. Il avait l'habitude de la raconter et je voulais pas que ça ait cet aspect très, télécommandé, quoi. Et au départ, lui, d'ailleurs, il voulait pas faire le documentaire. Tu l'as dit ça, je crois. Je le dis parce que du coup on a voulu remettre en contexte, comme c'est un projet qu'on a repris longtemps après et qu'il était déjà décédé, on a voulu remettre ça dans son contexte. Il a accepté notamment dans le but que ça puisse être montré aux ados. Voilà, exactement. Et en plus il avait un regard là-dessus que j'aimais beaucoup, parce que maintenant on est beaucoup genre non mais maintenant les jeunes heureusement qu'il n'y a pas une guerre, parce que et lui il avait pas ce discours là en fait. Et je trouvais ça super parce que un jour en discutant il me dit évidemment que les gamins que je vois maintenant je les verrais pas faire ça, mais il me dit tout ça c'était des circonstances quoi.
Et tant mieux. Et voilà, oui. Tant mieux et tant qu'il mieux. sait pas Ah le non, faire. et tant mieux, complètement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait pas un côté défaitiste, genre, ah, si ça arrivait demain, les gosses, aujourd'hui, il me dit, selon les circonstances, il me dit, je pense que les gens sont capables de choses. Évidemment, voilà. bien sûr. Mais moi, ça c'est en plus c'est typique le genre de discours que je déteste de certains vieux qui disent oui, mais nous on fait ça, on fait ça. T'as envie de leur dire oui, mais toi tu l'as fait, tu t'es battu pour que justement nous on n'ait pas à avoir le faire. Ouais, complètement. Du coup, sois heureux qu'on le fasse pas, tu vois. Ouais. Arrête de dire que tu vois. Moi j'aime bien m'auto-flageller, donc quand j'ai vu le documentaire, je me suis dit putain, mais j'ai rien vécu moi. Tu vois. Mais c'est vrai, et puis malheureusement, c'est pas que de l'époque, parce que oui, en France peut-être c'est à l'époque, mais dans d'autres pays en ce moment, voilà, Ouais. tu vois. Faut dire que c'est. Et c'est tant mieux, parce qu'ils sont Voilà. morts pour ça, tous. C'est ça. Donc, bon. Donc, ouais, c'est ça qui est fort, et ce truc, justement, tout rejoint ce truc d'innocence de l'enfance, c'est-à-dire que ces souvenirs-là, et comme tu dis, il les revit, enfin, il les raconte comme s'il les revivait. Et sinon, je voulais rebondir encore sur le côté cinématographique, c'est sur le personnage de Doumé, je crois qu'il s'appelle, Vincetti. Vincetti. Lui, c'est totalement un personnage de cinéma, enfin, qui a sa place. Ah mais tous, évidemment. les goumiers, quand il dit qu'ils ont la classe Oui, avec voilà, leur cartouchière et mais, tout. ouais, mais tu peux vraiment faire un truc où, enfin, un grand film avec plusieurs phases. Donc producteur, si vous nous écoutez, Oui. on sait que ce podcast va cartonner, que Oui, Osef c'est va Florence devenir. qui doit le réaliser. Exactement. D'où, ben voilà, on arrive à la prochaine question. Pas Thierry de Perret, tiens, s'il demande, il faut lui dire non. Hein. Oubliez ça tout de suite. Sauf si c'est un Non, truc même à si rajouter. ces films sont très bien, attention. Mais c'est juste que le projet appartient à Florence. J'ai une autre question sur ce documentaire, sauf si moi c'est ma dernière question. Si y en a Non, d'autres. j'avais noté. Non, c'est tout. Moi, c'était vraiment cet aspect-là qui m'avait. Donc je rebondis marqué. sur ça justement. Est-ce que tu as d'autres projets de fiction ou de docu ou De fiction, non, parce que. ça t'intéresse pas? C'est pas, ouais, c'est pas quelque chose. Je n'ai pas spécialement envie de réaliser de la fiction. Ouais. De documentaires. Je vais pas dire j'ai envie de faire des documentaires comme ça pour le principe, mais c'est comme pour celui-là en fait. Je m'étais pas dit tiens, je vais faire un documentaire. Oui, tu Je as me eu un suis dit, sujet. J'ai eu un sujet Voilà, ok. et ça c'est pas exclu, ouais, parce qu'il y a un ou deux sujets qui me trottent dans la tête et c'est possible, ouais. Ok, cool. Ok, bah moi, je vais rebondir là-dessus aussi. Je vais être encore. Tu as une trampoline ou quoi? Tu fais Je vais quoi? être- je fais que Partout, rebondir. ouais. Non, mais je vais être chauvin parce que j'aime bien. En fait, moi, j'ai envie de qu'il y ait quelque chose qui se crée en Corse. En fait, bon, ça, il y a des films. Hein, on parlait de Thierry de Il y en Perret a et de tout plus en ça. plus en effet. Mais voilà, est-ce que voilà, t'as des projets? Est-ce que tu veux garder cette identité? Enfin, cette identité, c'est un grand mot. Hein, c'est un mot qui est mal vu d'ailleurs maintenant, mais c'est pas le mot juste. Mais comment dire? Bien sûr que c'est mal vu. Tu veux qu'on en parle? C'est Ouais, quoi, c'est quoi cette idéologie, Stéphane? putain, j'étais sur CNews tout à l'heure. Désolé, mais- Non, ce que je veux dire, c'est quand même avoir. C'est pas l'identité, c'est quand même apporter quelque chose. Je sais pas, avoir un petit microcosme ici de créateur, tu vois. Ouais. Et toujours garder quand même si un truc, voilà, comme tu disais, un sujet universel, mais Non, avec mais- ne serait-ce que les décors, quoi, tu vois, d'ici, d'exploiter quelque chose d'ici, quoi. Florent, ça va faire le film Ernest. Après, Ouais. on va l'appeler pour faire Evil Dead 5 aux Oui, États-Unis. mais ça, oui. Elle va dire OK. En Castaniche, c'est Evil Dead 5, c'est en Castaniche. Ouais. Non, mais voilà, est-ce que tu as envie quand même de rester dans ce contexte corse, on va Est-ce dire? que tu as envie de raconter un peu la Ouais. Corse? Raconter un peu de montagne, Alors, de Non, mais tu peux châtaignes. faire un film d'horreur en Corse, quoi, avec des Évidemment, décors, mais mais avec carrément, des hein. acteurs qui Oui, parlent avec français des et tout, hein, sangliers, ou ça a même déjà été anglais. Razorback. Mais voilà. Et c'est Ouais. ça qui fait que ça se Ouais. développe ici, hein, c'est que T'as pour des moi super décors, quoi. développer le cinéma dans une région, c'est ne pas faire forcément des films qui parlent de la région, voilà, quoi. C'est exactement. justement en fait se Bah ouais, servir. oui, et et tu c'est peux ce qui se mettre, passe ces dernières années tu en mets de la Corse. hein. musique avec du punk rock californien, tu n'es pas obligé de mettre, tu vois, voilà. Mais il y a quand même ce truc de. Non, mais c'est ce qui quelque se passe de chose. plus en plus Ouais. ici, d'ailleurs, les fictions, notamment parce que derrière, il y a une vraie impulsion de la région pour faire venir des films et tout. Donc, ces derniers temps, on a vu tourner des choses qui se sont tournées ici, mais qui auraient pu se tourner ailleurs. Mais c'est ça la force aussi D'accord. d'une région, quoi. Après, moi, pour mon cas particulier, pour ce qui est du documentaire, bon, moi, je suis ici, j'habite ici, donc forcément, si j'ai envie de traiter des sujets, quand bien même ils seraient plus ou moins universels, il y aura forcément un ancrage dans ce que je vois moi et dans ce que je connais moi, c'est-à-dire cette région, quoi. Bah ouais. D'accord. Ok, cool. Bon, ça fait plus d'une heure qu'on parle. On s'approche gentiment de la Il fin n'y a de pas ce un jeu premier numéro épisode. 2 là-haut? Oui. Oh. Ben, j'y viens. On va faire un deuxième petit jeu. Après, on fera une petite discussion. Hop, on va se reprendre. On va faire un deuxième jeu. Après, on fera juste un tour de table sur ce que vous regardez, ce que vous consommez en ce moment. Non, moi non. Il est beau ce mot consommer pour la culture. Hein. Ouais, oui. Voilà. Ah, c'est de la consommation maintenant. Là, il faut en parler aussi. Hein. C'est vrai. Est-ce que c'est des produits de consommation maintenant? Alors, on va faire un jeu qui n'a absolument rien à voir avec le cinéma. On va faire un petit hors-sujet. Je suis Ah oui. désolé. Hein. C'est pas du tout avec le thème. Je suis désolé. Ça s'appelle Gorafi ou pas Gorafi.
C'est-à-dire que je vais vous donner des noms de titres d'articles qui existent. Je vous donnerai même les sources. Vous allez devoir me dire si c'est logographie ou si c'est pas logographie. Ah, de nos jours, ça devient dur, hein, ça. Ouais. Donc, bac 2012, 0% de réussite au centre de formation de l'OM. C'est une connerie. Ça. Ah, c'est logographie, ça. Ouais, ça, c'est Non, logographie, ça. 20 minutes. Le journal 20 minutes. Arrête. Oui, non, c'est pas des conneries, tu iras vérifier. Après un coma, le skinhead se réveille, gay et devient coiffeur. Oh, j'ai tellement envie que ce soit vrai, ça. Après un coma, le skinhead se réveille gay et devient coiffeur. C'est Christian Clavier ou pas ça? C'est pas le jeu du pitch, désolé. Ah, moi, je veux que je dis oui, mais parce que je veux que ce soit vrai. Bah, je suis Florence. C'est vrai, sur le site TF1. Ah ouais. Ouais. Il se tire une balle dans le dos par accident. Non, logographie. Dans le pied, oui. J'aurais dit oui. Dans le dos. Dordogne Dans le dos. libre. Oh, Oui, c'est un vrai article. Vous irez taper sur internet. Ah oui, non, mais en Dordogne, tout est Pour savoir possible. comment il fait ce mec, quoi. Ouais. Alors, un policier britannique tire au taser sur un aveugle ayant pris sa canne pour un sabre. Oh non, ça c'est tellement vrai, ça, je suis sûre. Oui, c'est vrai ça. Oui, le monde. Ouais. Le Oh là monde. là. Le monde. Eh oui. Quel monde. Passager piéton, un feu bloqué au rouge oblige un jogger à faire du surplace pendant 36 heures. Ça, c'est Logographie. Ça, c'est Gorafi. C'est Gorafi. Scandaleux, on a volé les peluches sur la tombe du petit Castiel, mort après avoir mangé un Babybel au Carrefour Market de Houdeng. Ah, je veux dire vrai, parce que Ouais, logographie, c'est je trouve vrai, qu'ils ça. font pas trop dans le glauque en général, quoi. Non, et puis Ouais, c'est vrai, la c'est Meuse. trop documenté. La Meuse. Ouais, c'est ça. La Meuse. C'est dans le journal La Meuse. D'accord. Désolé, Quelle belle époque. Les gens du Nord, si vous nous écoutez un jour, je me moque pas du tout. Pôle emploi, un bug aurait permis à des demandeurs d'emploi de trouver du travail. Ça, c'est C'est totalement. logographie, mais bon. Oui, c'est Gorafi, j'avoue. Addict au heavy metal, il obtient une pension d'invalidité. Ah, c'est dur, celle-là, elle est dure. J'ai envie de dire oui, moi. Enfin, logographie, quoi. Non, c'est sur la dépêche. Ah merde. Des jumeaux au même ADN écroués ensemble dans le doute. Oh, je suis sûre que c'est vrai, ça. Oui, c'est dans Capital. Oh, punaise. Oh, dans le doute. Dans le doute, J'aime quoi. bien la formulation. Ouais, dans le doute. Bon, bah. Écoutez. Hein, c'est les mêmes. On va pas. Nabila au Grand Journal. Oui, l'Europe a manqué cruellement de réalisme économique dans la gestion de la crise chypriote. Chypriote, pardon. Logographie. Trop de mots pour une phrase. Ouais, là, c'est... Oui, c'est le Gorafi. Pour Nabila. J'ai tout gâché, hein, mais c'est pas grave. Oui, voilà. Donc, le deuxième jeu est terminé. C'était épique. On va passer au tour de table. Bon, donc, les trucs qu'on attend, les trucs auxquels on joue en ce moment, les derniers films, séries regardées, que vous avez envie de parler. Si quelqu'un veut se lancer, sinon je peux y aller. Bon. Bon, allez, je vais me lancer. Allez, vas-y, go. Donc, les trucs que j'attends. Non, je vais le faire sais moi, pas... alors. Je sais pas, c'est toi qui vas faire le montage, enfin, tout du... Je sais Oui, pas quand ce si sera tu fait, veux. parce que... Oui, je peux Fais-le faire, vite, aussi. hein, parce que là, je vais te dire, j'attends Final Fantasy VII. Ah, Peut-être qu'il sera sorti d'accord. déjà. Oui, ça sorti. Il est pas sorti quand j'étais à la fac Non, ouais, Ouais, c'est le... J'ai pas compris. Donc, la suite du remake. Ah, d'accord. C'est plus clair. Ouais, je vois. Qui n'est pas un remake. Non, enfin, bref. Voilà, j'attends la suite du remake Final Fantasy VII, donc qui sort là cette semaine, le 29 février. Et voilà, et je joue, en parlant de Final Fantasy, à Final Fantasy XIV. Ah oui, le MMORPG. Le MMORPG. Donc ça Tu fait n'as donc des pas de années vie. qu'il est sorti. Et donc, s'il fallait une confirmation que je vais finir vieux garçon, parce que déjà que je passe mon temps sur les jeux, et là, je peux vous dire que celui-là, je vais jouer jusqu'à ma mort, quoi. Parce que c'est juste la perfection pour un fan de la saga, et puis même peut-être même pour ceux qui n'ont jamais joué à la saga. Il faut y jouer parce que c'est... Bah, moi, je préfère pas mettre le pied dedans, sinon c'est Ouais, mais foutu. c'est ça. En fait, c'est... Voilà. J'ai déjà le pied d'un Ce que je veux Baldur's dire, Gate c'est 3, que... c'est Oui, mort. non, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais des craintes justement là-dessus, sur la durée de vie, sur le côté MMO. Est-ce qu'il faut jouer... Enfin, moi, je connais rien au MMO, donc est-ce qu'il faut jouer avec des gens à telle heure Oui. Ouais, tu viens à 20h ce soir, non, je sais pas que ça à foutre. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien jouer 1 heure et arrêter, ou jouer 7 heures et arrêter, tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi. Et non, il n'y a pas du tout ça en fait, c'est voilà, tu joues comme tu veux, si tu as envie de jouer qu'1 heure, tu joues qu'1 heure, si tu as envie de jouer 7 heures d'affilée, tu joues 7 heures, si tu veux jouer en multi, tu joues en multi, si tu joues seul, tu joues seul. Ouais, Voilà. tout est fait pour que tu joues, quoi. C'est ça. Ok. Il n'y a pas de... Ouais. Et enfin, après, moi je dis ça en tant que, comme je dis, je connaissais rien au MMO, donc peut-être que les gens ils savent. Ouais. Mais moi, en tout cas, pour ceux qui ont les mêmes craintes que moi, voilà, faut pas avoir peur en tout cas de ça. De se lancer. Voilà. Après, ça veut pas dire que vous allez accrocher au jeu ou quoi, hein, mais en tout cas, juste par rapport à ça. Ils ont réussi à éviter plein de
de contraintes des MMO en fait. Bah après, je sais pas, peut-être ça a toujours été comme ça en fait. C'est juste moi qui me faisais une fausse idée du jeu, mais c'est vrai que j'entendais souvent ce truc de Moi, je faire des raids à plusieurs, des gens tout ça. qui jouaient à World of Warcraft et des fois C'est ils pas y allaient, ils ça. n'avaient pas envie. Oh mais là il y a ma team qui m'attend, Ah je suis ouais, obligé. non. Ouais. Non, bah là tu peux jouer, c'est limite. De toute façon, ils ont tout fait pour que ça devienne de plus en plus solo le jeu, c'est-à-dire qu'il y a des mobs, des bots qui t'aident pendant les raids, tout ça. Ouais. Donc non, mais c'est un vrai Final Fantasy. En fait, faut se dire c'est un vrai Final Ouais, Fantasy c'est un de la Final saga. Fantasy. Faut se lancer dedans au niveau de l'histoire, des personnages, du déroulement, de l'univers. C'est Final Fantasy comme c'est n'importe quel épisode. Arrête, j'y jouerai pas. Je ne peux pas y jouer. C'est ce que je me disais, mais on va tous y passer. Toi Flo? Alors moi, en ce moment, je joue à Manuteur sur la Switch. C'est-à-dire tu es un requin et tu dévores des gens. Ah, Manuteur, oui, connais. je vois ce que c'est. Oui. Après une journée, moi ça me détend personnellement le soir d'incarner un requin qui mange des gens. Ouais. C'est cool. Tu vois ça, quand j'étais petit, mon film préféré c'était Dans la mer. Eh ben tu vois. Je regardais avec Jason les Argonautes, c'était mes deux films préférés. Je les regardais une fois par semaine, obligé. Je connaissais par cœur. J'aurais rêvé de jouer à un jeu comme ça quand j'étais petit. Eh bien, tu peux maintenant. Tu joues le requin. Ils avaient fait Echo the Dolphin. Et ben j'étais là, je disais putain, tu joues un dauphin, c'est oui, nul. c'était pas, Moi, je joue un requin, c'était pas ouf. C'était super dur en plus, Echo the Dolphin. Ok, donc Manuteur, tu conseilles alors. Bah, je conseille. Enfin, moi j'aime bien dévorer des gens en étant un requin. Ça me détend. Le dernier Zelda, tu as touché ou pas? Je sais que t'aimes bien Zelda. Le dernier, il m'est tombé des mains. Franchement, j'ai pas. Alors, j'ai joué 3 heures, j'ai arrêté, ça m'a saoulé. Et je l'attendais à mort, hein, et j'avais bien. Moi aussi, j'étais hypé comme un fou. Ouais, complètement. Là, j'avais bien passé du temps sur le précédent. Et puis non, en fait, le système de construire des trucs et tout, ça m'a gonflé en fait. Ouais, moi aussi, totalement, ça va. Donc c'est-à-dire que j'ai pas du tout persisté quoi. Ils auraient pas dû attendre 5 ans pour faire ça quoi. Je me ouais. doute, non mais je veux pas faire le mec, ouais, ils ont rien branlé, c'est pas ça que je dis. S'ils ont attendu 5 ans, c'est qu'ils devaient attendre 5 ans, c'est pas ça. Mais en tant que joueur, quand je joue, donc c'est les mêmes graphismes, c'est la même map, tout est pareil, il y a une feature en plus. Les donjons, j'en ai pas fait beaucoup, mais le peu que j'ai fait, les mini-donjons, je parle. Et ça, tu m'as confirmé que tu les as fait. Les sanctuaires, j'ai trouvé moins bien que ceux du jeu avant. J'en ai pas fait beaucoup. Et le truc de construire, ça m'a pas trop. J'étais pas à fond en fait, dedans. Je pense qu'on accroche pas. Moi, je vois mon fils, par exemple, le truc de construction. Oui. Il s'est régalé, quoi. Oui, vraiment, ça, il a trouvé. Au contraire, pour lui, c'était l'ajout. C'est ça, mais je comprends qu'on adore, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas la magie, moi, je trouve. Moi, celui d'avant, genre, tu te réveilles, tu sors de la grotte, tu as l'arbre. Avec la pomme, donc tu comprends que tu peux sauter. Enfin, c'était un truc de fou. Tu coupais l'arbre, ça descendait tout seul, ça tuait des ennemis, donc tu comprenais que tu pouvais. Tout était pensé, je trouve, le jeu, pour que ce soit. Tu as envie de faire plein de trucs. Et dans celui-là, t'es lâché, ils se sont dit, bah ils connaissent. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais merde, non, moi je veux que ce soit magique aussi, tu vois. Ouais, en fait, à force, c'était. Ouais, je savais pas où aller. Non, effectivement, j'ai pas du tout persisté. Et là, en ce moment, d'ailleurs, je fais. Comment il s'appelle ? Un vieux Zelda, là. Oh, comment il s'appelle ? Pas Ocarina of Time, mais l'autre qui est sorti. Majora Mask. Non, pas Majora Mask. Sorti avant ou après il est sorti en 2011. Wind Waker. 2011, c'est le shading. Ah, 2011, c'est Skyward Sword. Ouais, voilà. C'est ça. Donc en ce moment, je m'attaque un peu à ça. Et là, j'aime bien, je reviens un peu aux sources, je trouve, le village, machin. Voilà. Donc niveau jeu, c'est ça. Et puis je dévore des gens à temps perdu, quoi. Moi, je joue à Baldur's Gate 3. Je vais pas trop en parler parce que tout le monde en a parlé, tout le monde connaît. Et puis, j'ai pas envie que... Là, on est à 1h12 de podcast. Et ça va... Mais en gros, c'est tout ce qu'on a dit sur le jeu en bien, c'est vrai. C'est-à-dire, souvent, l'argument marketing, c'est tu peux faire ce que tu veux et tu prends la direction que tu veux. Et souvent, c'est un peu vrai, mais c'est un peu scripté. Ouais. Là, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux commencer le jeu. Les personnages principaux qui sont sur la jaquette, ils peuvent mourir au bout de 2 heures ou partir parce que tu fais un truc qui leur plaît pas et ça m'angoisse un peu ça. Tu les vois plus. Cette liberté dans les jeux. Alors c'est le concept du jeu de rôle, en fait, tu vois. Donc soit tu le joues à fond et tu acceptes. C'est ce que j'ai fait sur mon premier run. J'ai accepté, ça m'a frustré des fois. Il y a une seule fois où j'ai triché, où je suis revenu avant, mais bon, on s'en fout. Mais tu acceptes quand tu fais des jets, si tu les rates, accepte, c'est pas grave parce que le jeu est pensé pour que si tu rates, il y a autre chose à côté. Tu vois, voilà. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, je refais un deuxième run. Plus de la moitié de ce que je fais, je l'avais pas fait avant. Les persos, ils arrivent pas au même moment. Les dialogues, ils changent. Enfin, c'est vraiment, je sais pas comment ils ont fait. Et ce qui est dangereux, c'est que maintenant, quand tu vas jouer un jeu de rôle, ils ont mis la barre. Tu vois, c'est comme Red Dead Redemption 2, par exemple. Ah oui, ça. Je suis pas fan des jeux bac à sable. Je suis pas fan des jeux Rockstar.
J'aime Red pas Dead, moi j'y ai passé Voilà, j'aime pas les GTA. J'y ai passé Et j'ai adoré un temps Red Dead fou. Redemption 2 parce qu'il a mis la barre très haut. Et du coup, les jeux de bac à sable, je peux plus y jouer maintenant. Tu vois, parce qu'il y a Red Dead, tu vois ce que... Ouais, je comprends. Et j'ai peur que ça fasse ça avec Baldur's Gate. Enfin bon, bref. Ah, c'est possible, ouais. Donc Baldur's Gate 3, c'est génial si vous aimez le jeu de rôle. Mais bon, tout le monde connaît. Et là, je suis en train de regarder une série qui s'appelle Cœur Noir sur Amazon. C'est une série française. C'est des militaires qui sont déployés donc à Mossoul peu après les attentats de 2015. Et ils sont là-bas en fait pour enquêter et déjouer des attentats qui seraient sur le sol français. Voilà. Ils sont sur place en fait, tu vois. Et donc le pitch est génial. Moi j'aime bien ce genre de truc. En plus c'est français, donc c'est cool. Putain. Et c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a 6 épisodes, je crois, la première saison. J'en ai vu que 4 pour l'instant. Les 3 premiers, je trouvais ça génial. Je me suis dit, putain, c'est vraiment bien foutu et tout. Et là, j'ai vu le 4e qui m'a mis une claque. Je me suis dit, ah, c'est bon, ils ont tout compris. Ils sont 2 à faire ça. Je crois qu'il y a un mec et une femme. Je sais plus comment il s'appelle. Je suis désolé, j'aurais dû le noter. Mais bon, bref. Sur Amazon, tout le monde trouvera. Cœur Noir s'appelle. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils savent gérer le gras, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, le gras, c'est quand tu fais un truc dans un film ou une série qui va pas du tout faire avancer l'histoire, que tu pourrais presque enlever. Mais si c'est là, c'est fait pour que tu aimes les personnages. Ouais, ça participe. Pour qu'ils aient de la vie, pour que tu vois. Et bon, tu vois, par exemple, je sais pas moi, Tarantino, il fait que du gras. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Il y en a qui en font presque pas. Genre, je sais pas moi, tu prends Die Hard, il y a presque pas de gras dans Die Hard. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas avec ce mécanisme-là qui va t'accrocher dans Die Hard, McTiernan, tu vois. Mais là, par contre, dans Cœur Noir, il mélange les deux. C'est-à-dire que l'histoire, les rebondissements, les scènes d'action arrivent au bon moment, c'est crédible, c'est bien foutu. Mais en plus, il y a des moments de gras qui m'ont fait penser à Génération Kill, tu l'as vu toi? Ouais, moi je l'ai vu. Ouais. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, Génération Kill, c'est les premières troupes américaines qui débarquent en Irak après les attentats du 11 septembre. C'est-à-dire qu'ils débarquent et en fait ils découvrent que ils savent pas quoi faire, ils découvrent que leur matos il est un peu pourri, du coup ils se font chier. Et pendant 11 épisodes, tu vois des mecs se faire chier, qui sont déployés, ils savent pas trop quoi faire, ils se font chier. Et je trouvais ça génial. Tu vois. Et là il y a des moments comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où par exemple ils vont partir, ils doivent aller dans une ville. Tu peux faire une ellipse et ils arrivent en ville. Mais là, tu vois le trajet. Et dans le trajet, il se passe des trucs qui font... Ça ne fait pas avancer l'histoire, mais du coup, tu avais les persos. Et après, quand ils arrivent en ville, tu flippes. Ouais. Tu dis, putain, j'ai pas envie qu'il a... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et franchement, c'est rare de voir ça dans les productions françaises. C'est pas pour être méchant. Il y a plein de trucs français que j'aime bien, mais souvent, le défaut, quand ils font du genre en France, c'est essayer de copier les Américains. Ouais. Et, tu vois, et ça pêche souvent sur les persos, je trouve. Et ben là, c'est génial. Vous pouvez regarder Cœur Noir, c'est génial. Ah, puisqu'on en est à dire du bien de trucs français, l'une des dernières séries que j'ai regardées, c'était Sombre. J'aime beaucoup les trucs de serial killer et tout. Ouais. Et c'est super en fait. C'est sur, c'est tiré d'un fait divers. C'est sur France TV en plus, je crois. C'est ça. Du coup, c'est sur MyCanal aussi, je crois. Et non, moi j'ai pas MyCanal, Bolloré, tout ça. Et non, c'est tiré. C'est vrai qu'il parlait d'Amazon. C'est tiré d'une histoire vraie d'un violeur qui a sévi pendant des décennies en fait dans une même région. Pourquoi? Comme d'hab en fait, parce qu'on n'écoute pas les femmes, parce que après tout c'est pas possible. Dans la Sambre en fait, dans le nord, à la frontière belge. Et le mec qui est dans la géographie, je sais pas du tout. Donc c'est tiré d'une histoire vraie. Après évidemment c'est fictionnalisé, mais j'ai trouvé ça très bien foutu quoi. Ouais, j'ai vu une scène d'ailleurs justement c'est un témoignage d'une fille devant un gendarme qui commence à lui poser des questions qu'il ne croit pas, et je crois que c'est en plan fixe sur la fille, et c'est ça rend fou par contre. Par contre j'avais super envie de casser ma télé par contre. J'ai vu juste cette scène là et c'est du lourd au niveau acting et tout, c'est cool, j'irai voir ça, j'essaierai de trouver ça. Moi aussi j'aime bien. Je sais pas pourquoi on aime bien les trucs de serial killer. C'est fou quand même, c'est un truc de malade. Fascination collective. Ça va, vous avez un dernier truc à ajouter? Non, dans les recommandations. Si vous voyez Anatomie d'une chute, pour ceux qui l'ont pas vu. Mais je l'ai vu avant-hier, justement. Je l'ai vu avant-hier. Toi, tu es un pirate, toi. Très bien. Alors, je l'ai vu illégalement pendant la cérémonie des Césars où il a reçu le César du meilleur film. Voilà. Ouais, je suis intrigué maintenant. Elle a gagné plein de trucs. J'adore déjà j'adore les films de procès. Ça dépend. Des fois j'accroche à mort et des fois moi souvent quand même. Faut vraiment que ce soit bien quoi. Et il est vraiment bien. Enfin bon après ça c'est mon. Il est génial. Genre j'ai adoré Menteur mais
Ça et 12 hommes en colère, Alors, c'est le. c'est les deux. C'est pas aussi bien que Menteur, mais franchement, il faut le voir. Ça va. Ben, merci Florence pour ta patience et d'être venue nous parler de tout ça. Merci à vous pour l'invitation. Voilà. Et ben, c'est la fin du premier épisode et on ne saura pas du tout quand il y en aura un deuxième, on verra. On verra. Ça se trouve dans une semaine, ça se trouve dans un mois, dans 2 mois. On va le faire. On sait pas du tout. On va avancer à l'aveugle. C'est ça. Voilà, merci d'être resté avec nous et à plus. Merci.